congrès de l'Ordre des médecins le 19 octobre dernier, l'annonce a fait grand bruit. Nous allons prochainement mettre en œuvre la recertification, a déclaré Agnès Buzyn. Et voilà que la ministre de la Santé se met sur les pas de Manuel Valls, qui s'y était engagé début 2016. Le sujet n'est donc pas bien nouveau et son chantier est de nouveau ouvert. Bonsoir et ravi de vous retrouver sur une nouvelle émission de la CSMF. Vous l'aurez deviné, sur quoi? Sur la recertification. Bonsoir et merci d'être avec nous pour débattre de recertification qui effectivement revient régulièrement dans l'actualité depuis les années 90. On le sait, se former tout au long de sa vie professionnelle est une obligation pour les médecins, mais une obligation qui est l'affaire exclusive de la profession en exercice, une obligation dont les libéraux ne doivent pas être exclus. C'est pourquoi la CSMF veut accompagner la mise en place d'un dispositif qui garantit l'actualisation des connaissances et des pratiques. Et la recertification pourra rappeler aussi à certains de douloureux souvenirs quand la CNAM voulait en faire une espèce de porte d'entrée au conventionnement. Alors qu'en est-il aujourd'hui? Où en est-on? Avons-nous déjà un pied dans la recertification avec tous les moyens de formation qui existent? Que sera demain? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau d'Univers Médecin Jean-François Thébault. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du Haut Conseil du DPC et membre du comité de pilotage de la commission USAN. Qu'est-ce que c'est cette commission USAN? C'est la commission qui est chargée de faire des propositions à la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, pour mettre en place une procédure de recertification des médecins. Procédure de recertification périodique qu'on souhaite appeler plutôt certification ou valorisation périodique. Très bien, on va voir tout ça après. À vos côtés, Patrick Gasser, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes président des SPE CSMF. Vous avez travaillé sur la recertification. En quelques mots, quel est votre objectif et votre sujet préférentiel sur le sujet? L'objectif du travail qu'on a mené au sein de la CSMF, c'était de montrer ce que, d'une part, l'on faisait tous les jours, d'autre part, de montrer la qualité, d'avoir une certaine transparence vis-à-vis des patients, parce qu'ils le demandent tous les jours, et la recertification est un élément de cette transparence. Très bien, ce sont des notions sur lesquelles nous reviendrons dans le dossier, c'est-à-dire après les actualités. Alors, avant quand même un petit rappel, nous sommes en direct et nous répondrons donc à toutes vos questions, celles que vous poserez grâce à la boîte de dialogue qui est située en dessous de votre écran. Donc, place à l'actualité. Venant télémédecine et plus précisément l'avenant 6 sur la téléconsultation et la téléexpertise. Alors réunie en assemblée générale extraordinaire samedi dernier, la Confédération a consulté ses troupes sur l'éventualité d'une signature de l'avenant 6 de la Convention médicale. Et la réponse est oui à une large majorité, tout comme d'ailleurs le SML, alors que la FMF a refusé de signer en l'état. Jean-Paul Ortiz, vous ne vouliez sans doute pas retarder la signature parce que pour vous ça ne servait pas à grand-chose et vous n'en tireriez rien de plus en fait. Nicolas Revel a mené cette négociation sur la télémédecine et il a clos la négociation dont acte. Il y a sur la table un avenant qui est beaucoup plus large que ce qui était prévu au départ grâce à la CSMF. Je voudrais rappeler que nous avions mis 3 conditions pour nous engager dans un programme de réforme. La première, c'était la suppression du tiers payant généralisé que Marisol Touraine avait mis en place au 30 novembre 2017. Il a été supprimé en tant que tel et on est passé sur la notion de tiers payant généralisable, c'est-à-dire possible, mais le médecin en décidera au-delà des cas obligatoires dans le cadre des populations les plus défavorisées. La deuxième condition, c'était la suppression de l'article 99 de la loi de financement de la sécurité sociale 2017. Pourquoi? Parce que cet article donne au directeur de la CNAM la possibilité de fixer lui-même les tarifs médicaux. Et ça, c'est inacceptable dans le cadre de l'esprit conventionnel, qui est un contrat qui est négocié entre 2 parties, la CNAM d'un côté et les médecins libéraux de l'autre. Et la troisième condition, c'était effectivement une orientation vers l'innovation dans la convention de 2016 que nous trouvions très classique, très tournée vers le passé, clivante, oubliant des catégories entières de médecins.
nous avons obtenu un certain nombre de choses dans le cadre de l'avenant 6 et l'Assemblée générale de la CSMF a décidé de signer la convention sous condition qui est celle d'un engagement ministériel pour la suppression de cet article 99. Pour nous, c'est fondamental. On ne peut pas aller vers une signature conventionnelle si on ne supprime pas cet article 99. Voilà des sujets sans doute sur lesquels nous reviendrons dans d'autres émissions d'Univers Médecin. Voilà aussi pour l'actualité et place au dossier du mois, la recertification. Voilà, alors j'aimerais qu'on voit maintenant de quoi on parle exactement. Finalement, est-ce qu'on va faire repasser des examens aux médecins qui en ont passé déjà et un certain nombre? Il n'en est pas question. C'est bien ce que nous voulons éviter. Aujourd'hui, on voit bien que les patients sont dans une attente et commencent même à noter sur Google leur vécu vis-à-vis de la prise en charge des médecins. Il nous semble essentiel que les médecins prennent ceci à leur compte, que ça soit l'affaire de la profession avant que d'autres nous l'imposent ou tentent de nous l'imposer. Et ça me semble extrêmement important que nous soyons les acteurs de ce mécanisme-là, et nous allons pouvoir détailler avec nos invités quelle place on peut voir pour chacun des acteurs intervenants dans ce que on appellera probablement pas recertification, puisque nous, médecins exerçants, comme nos deux invités qui sont sur le plateau, nous n'avons pas été certifiés. Les jeunes générations l'ont été, ou le sont, ou vont l'être, celles qui sont en cours de formation, mais nous ne l'avons pas été, donc il faudra trouver mais ça consiste en quoi, cette certification? Parce que c'est ça qui n'est pas très clair. Il faut afficher vis-à-vis des patients les deux objectifs majeurs de la certification qui sont garantir une bonne prise en charge de la qualité des soins aux patients grâce à l'actualisation des connaissances et à l'intégration de l'actualisation de ces connaissances dans notre pratique, c'est-à-dire l'évaluation de la pratique. Et on verra tout au long de cette émission qu'il y a deux multiples modèles qui permettent d'aller sur ces deux objectifs. D'accord, alors en fait ça n'a rien à voir, là, cette certification, à celle qu'on a imposée aux établissements de santé, qui est organisée par la HAS. Voilà, ça n'a rien à voir. C'est un synonyme presque, mais une autre idée. Alors, la certification des établissements, elle est menée par la HAS sur une analyse de l'organisation de l'établissement, des procédures de prise en charge des patients, mais je vous rappelle, c'est une analyse très globale. Or là, quand on parle de recertification, il s'agit d'un mécanisme de chacun des médecins, quel que soit son secteur d'activité, qu'il soit libéral, qu'il soit salarié, et qui se mettra en place progressivement pour l'ensemble des générations de médecins, mais qui est une démarche strictement individuelle pour effectivement assurer aux patients que la compétence est au rendez-vous et que la prise en charge de ce patient se fait avec des critères qualité qui sont établis par la profession. Alors justement, puisqu'on est un petit peu dans la terminologie et les définitions, quelle est la différence avec l'accréditation des spécialités à risque ? L'accréditation des spécialités à risque est un mécanisme qui a été mis en place pour quelques spécialités. On en verra un exemple d'ailleurs dans la vidéo qui va suivre et qui concerne surtout le problème de la gestion des risques. Alors selon, peut-être vous voulez réagir ? Je vous propose de voir une vidéo alors. Selon l'HAS, en 2016, 14 spécialités sur 19 potentielles sont aujourd'hui agréées. Comme exemple de ce qui existe en accréditation, je vous propose d'aller à l'hôpital privé d'Antony, voir comment s'accrédite un anesthésiste. Un reportage de Diane Cacciarella. Pierre Lano est anesthésiste. Depuis la fin des années 2000, il participe au système d'accréditation. Comme beaucoup de ses collègues anesthésistes, réanimateurs, chirurgiens et obstétriciens, il pratique déjà sur ce site internet une forme de recertification. Le principe de l'accréditation, c'est valider 3 points. Le premier, c'est la déclaration d'un événement porteur de ce risque. Le deuxième point, c'est de valider le fait qu'on applique bien les référentiels dans certains domaines définis par la société savante. Et le troisième point, c'est qu'on va bien se former
sur l'amélioration des pratiques professionnelles dans des conférences, dans des congrès, que ce soit sous forme de DPC ou sous forme d'évaluation des pratiques professionnelles, de programmes d'évaluation des pratiques professionnelles. Chaque année, ces points doivent être déclarés. Au bout de 4 ans, si leur bilan est validé, les praticiens obtiennent une accréditation. Un système qui atteste un bon suivi de leur formation médicale continue. Au vu de l'expérience acquise de ces 10 dernières années de l'accréditation des professions à risque, dites à risque parce que j'aime pas trop cette formulation, on pourrait imaginer donc d'étendre ce mode à la recertification, ce mode d'évaluation à la recertification, sachant qu'on peut modifier les cycles, on peut modifier pas mal de choses en interne, mais ça fait un cadre de fonctionnement pour la recertification proposée et souhaitée à la fois par le ministère, par le Conseil de l'Ordre. Donc il faut qu'on prenne ça en main, nous, pour être force de proposition, étant donné qu'on en a l'expérience. Un cadre que les spécialités à risque ne voudraient pas trop voir réformé par la future recertification. On ne connaît pas encore les modalités exactes de procédure. Ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on nous modifie complètement le système, puisque à chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, on a une modification des textes et des lois, etc. Donc là, on a un système qui commence à peu près à marcher, donc on aimerait bien rester dessus, quitte à l'améliorer petit à petit, bien sûr, en faisant de l'évaluation. Mais on ne veut pas encore du changement permanent sur ces domaines-là, qui sont assez complexes quand même, et qui chamboulent tout. Donc on veut pas, on voudrait garder ce même système pour notre spécialité, pour nos spécialités à risque. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on veut que ça reste aux mains des spécialités, aux mains des professionnels, pour que les sujets soient quand même compris par la profession et ne soient pas des choses imposées. Et enfin, donc ça c'est le domaine également de l'indépendance et de maintenir la valorisation, bien sûr. Et on ne veut pas de suppression de cette valorisation. Voilà. C'est-à-dire que la participation au RCP soit supprimée sous prétexte que ça devienne une loi générale. Voilà. Nos assureurs ont noté que les praticiens qui avaient été rentrés dans la démarche d'accréditation avaient une sinistralité moindre de 10% à peu près. Donc il y a déjà une amélioration, ça prouve bien, donc c'est une évaluation par les assureurs que la démarche d'accréditation est bénéfique sur la pratique professionnelle. Autre avantage du système, depuis peu, les démarches d'accréditation des professions à risque peuvent être faites de façon collégiale. Alors on va se tourner maintenant vers nos invités. Est-ce que ce modèle qui est présenté dans la vidéo-là est un bon modèle pour la recertification, à votre avis? Et est-ce que ça s'applique uniquement aux anesthésistes ou on peut l'élargir à d'autres spécialités? Qui veut répondre? Patrick Gasser, vous jetez à l'eau? Bien sûr. Je pense que pour les anesthésistes et le modèle qu'ils ont porté et qu'on a porté sur toutes les spécialités à risque, avec des différences. La chirurgie, ce n'est pas totalement fait de la même façon, mais globalement, on s'aperçoit que, ça a été dit dans le reportage, on a une diminution de la sinistralité, donc une augmentation de la qualité des prises en charge. Alors, c'est un des moyens. Il va falloir, pour d'autres spécialités, probablement utiliser d'autres méthodes. Il y a de multiples méthodes que nous avons portées devant la commission et qui seront donc analysées par cette commission. Mais c'est une bonne méthode et aujourd'hui, au moins 80% des anesthésistes sont dans cette démarche. Est-ce que ça veut dire, Patrick Gasser, que cette méthode, vous pourriez l'exporter dans toutes les spécialités? Et deuxième aspect, est-ce que le fait d'être accrédité en tant que spécialité à risque, ça vaudrait recertification? Est-ce qu'il faudrait faire que ça ou est-ce qu'il y aurait d'autres éléments pour obtenir sa recertification? Je crois que notre collègue l'a très bien dit. Il a dit, il nous manque une chose, c'est aussi notre évaluation. Et après, c'est la traçabilité de l'ensemble du processus. Donc je pense qu'on peut exporter ce modèle dans d'autres spécialités. Mais d'autres spécialités ont quand même travaillé aussi avec d'autres outils. Méthodes. Et donc je pense qu'on doit utiliser l'ensemble des méthodes qui sont aujourd'hui
en notre possession pour que la plus grande majorité de nos collègues puissent entrer dans ce processus qui est, je le rappelle, un processus qualité et un processus que nous demandent les patients, qui est la transparence de ce que l'on fait. Jean-François Thébault. Comme vous le savez, j'ai été membre du Collège de la Haute Autorité de Santé, donc l'accréditation est pour nous le golden standard du développement professionnel continu du DPC. Et donc, les textes actuellement déjà le précisent, l'accréditation vaut DPC. Pour autant, dans le groupe de réflexion qui est mis en place dans le comité de pilotage, la recertification aura des démarches qui seront plus larges que le simple DPC. D'autres items seront très vraisemblablement demandés, comme par exemple l'adéquation de l'exercice avec les compétences, la durée de travail, la quantité d'examens ou d'actes réalisés pour être autorisé à le faire. Ça veut dire, Jean-François Thébault, que vous travaillez dans la commission USAN à un contenu de la recertification qui inclurait l'accréditation telle qu'on vient de la voir, qui vaut DPC, mais qui forcément et obligatoirement inclurait d'autres éléments? Tout à fait. Quelle que soit la spécialité? Quelle que soit la spécialité, mais en sachant que cette liste, qui n'est pas exhaustive... Qui va faire ces listes? C'est ce que j'allais vous dire. Cette liste va être établie par chacun des CNP. Ce sera donc une démarche professionnelle pour que chaque CNP de spécialité, les conseils nationaux professionnels de spécialité, détermine quel est le degré d'exigence pour garantir la qualité des soins et la sécurité des patients. On imagine bien que le degré et les qualités d'exigence sont extrêmement différentes suivant les spécialités. Et la réflexion que nous avons au sein du comité de pilotage est de laisser la liberté aux professionnels, comme le président Ortiz l'a dit à plusieurs fois, de décider ce qui était la bonne chose pour ces spécialités. En ce qui concerne l'accréditation, c'est sûr que pour un certain nombre de spécialités, c'est le gold standard de la partie DPC, mais il y aura d'autres exigences, les signaux positifs, comme l'engagement dans d'autres types d'actions, les signaux négatifs, qui peuvent être traduit au niveau des sanctions ordinales, et la relation avec les usagers, qui sera quelque chose d'important aussi à prendre en compte, comme ça l'est pris en compte dans d'autres pays. Et c'est l'ensemble de ces Excusez-moi, différents Jean-François signaux. Thébault, la relation avec les usagers, vous allez intégrer les commentaires des usagers sur Google? Comment ça peut s'apprécier? Alors, absolument pas. Ça pourra prendre plusieurs formes. C'est actuellement en discussion avec notamment France Asso Santé pour comprendre et connaître et mettre en place une procédure. Mais dans l'état actuel des choses, on travaille plutôt sur l'engagement du professionnel à valoriser sa relation avec les usagers, que ce soit par la participation à des actions de formation en vie des usagers, par la participation à des questionnaires que les professionnels peuvent faire en eux-mêmes, ou par des audits qui peuvent être faits, par un certain nombre de procédures d'évaluation qui peuvent être faites. Aujourd'hui, la discussion est très largement ouverte. On sent qu'il y a une demande sociétale extrêmement importante sur ce point. Nous n'avons pas encore la réponse formelle. C'est le fruit des concertations qu'on est en train de faire et de mener avec toutes les parties prenantes et tous les responsables que nous recevons au sein du comité de pilotage. Et nous ferons des propositions sur un contenu global qui sera validé par Madame la ministre de la Santé et des Solidarités. On a des exemples étrangers sur cette recertification. Comment ça se passe dans d'autres pays étrangers? Alors, tout à fait. Je peux prendre rapidement 3 exemples. Un exemple quelques mots? Oui, un exemple très ancien qui est l'exemple nord-américain par l'American Board of Internal Medicine qui le fait depuis 20 ans, où c'est pratiquement une recertification essentiellement sur des éléments cognitifs avec, comme vous le disiez tout à l'heure, réponse à des QCM, avec une périodicité tous les 10 ans, et on voit que d'une part, il y a moins de 30% des médecins qui sont engagés et que les effets positifs sont inexistants. L'autre exemple plus récent, c'est l'Angleterre, qui a mis au point depuis quelques années un processus, et justement dans ce processus de recertification, qui est mené par une autorité
indépendante à la fois du NHS et du Conseil de l'Ordre, ou l'équivalent en Angleterre, il y a ces facteurs, et notamment le facteur relation avec les usagers qui est pris en compte. Et puis un autre troisième exemple différent, qui est celui par exemple au niveau des Pays-Bas, où on a affaire à une recertification qui s'apparente beaucoup plus à une accréditation d'équipe telle que le modèle est proposé par l'HAS, puisque des équipes de pairs viennent, puisqu'aux Pays-Bas, tout le monde travaille en équipe, que ce soit en ambulatoire ou que ce soit en établissement, il y a des notions d'équipe, et donc il y a une accréditation d'équipe suivant un processus qui n'est pas très éloigné du processus de l'accréditation des équiparistes de l'HAS. Ce qui est quand même très préoccupant, c'est que quand on voit les réactions des médecins, ils ne sont pas gourmands de ce machin, il faut quand même le dire. Et on voit bien, et nous avons reçu des réactions après ce que nous avons pu exposer au sein de la Confédération des syndicats médicaux à la suite des travaux qui ont été menés dans la maison sous l'égide du docteur Patrick Gasser. On a eu des réactions qui n'ont pas été toutes positives. Vous pensez vraiment que les médecins français vont s'y mettre ? Alors, aujourd'hui, garantir la qualité des soins et de la sécurité des patients... On le fait tous les jours, ça. Ne garantir et que la responsabilité de la puissance publique et des représentations professionnelles d'amener des transparences, comme tu disais, qui permettent de le garantir, ne fait plus de doute pour personne, et les mentalités ont énormément évolué. Mais les médecins ont autre chose à faire aujourd'hui. Que les médecins soient réticents eux-mêmes, je le comprends très bien. Ils ne savent pas encore à quelle sauce ils vont être mangés, entre guillemets. Ils ne connaissent pas encore le cahier des charges. Donc c'est normal qu'il y ait cette réticence. Mais ce que je peux vous dire, c'est que toutes les parties prenantes que nous recevons au sein du comité de pilotage, aucune voix contre ne s'est élevée, que la représentation soit salariée, libérale, hospitalière, universitaire, de toutes parts, pour le moment, y compris parmi les étudiants, et donc les syndicats internes, tous sont extrêmement favorables à la mise en place d'un processus de ce type qui garantit la transparence de la qualité des services rendus aux patients. Oui, et puis finalement, il vaut peut-être mieux que la profession s'en charge, qu'on puisse le dire clairement aux patients, plutôt qu'on soit victime du dénigrement sur Google qui sera complètement incontrôlable. Incontrôlable et qui aura lieu de toute façon. Qui existera de toute façon. Alors, que propose la CSMF ? Eh bien, c'est ce dont nous allons parler maintenant. Mais avant, je vous propose de voir concrètement ce qu'a déjà mis en place la CSMF. La camarade de Diane Cacciarella a passé la porte d'une salle où a été organisée une formation à la maîtrise de stage. Et en l'occurrence, c'était pour des anesthésistes. Autour de la table, ces anesthésistes sont en formation. Ils étudient toute une journée. Elle est organisée par l'Association nationale de coordination des actions de formation et d'évaluation en médecine spécialisée, un des organismes de formation de la CSMF. La CFM, la ForceP, Formunov sont les trois organismes de formation de la CSMF. C'est une véritable task force de formation qui comporte, qui met à la disposition de nos confrères une centaine de programmes agréés par l'ODPC, programmes qui sont présentiels comme ici, mais aussi virtuels. Et nous avons pour cela une plateforme de Learning Management System qui nous permet de faire du e-learning en renforcement des connaissances, de faire de l'analyse de pratique, et nous passons aussi des accords avec les éditeurs de logiciels pour tenir des registres, des observatoires des pathologies chroniques, du suivi des pathologies chroniques. Tout ça nous permet d'engranger des données de santé, des datasets de bonnes pratiques qui nous permettent d'avoir une évaluation de l'impact de nos formations sur la pertinence des pratiques et sur l'efficience des pratiques, bien entendu. Tous les médecins qui s'engagent dans cette démarche sont à l'évidence dans une démarche d'amélioration de qualité, et ces démarches devront être versées au dossier de leur éventuelle recertification, puisque c'est l'objet de la réunion de ce soir. En tant qu'anesthésiste, Christian Michel est dans une démarche de recertification depuis longtemps. En parallèle de ses formations, il valide chaque année ses compétences grâce au système d'accréditation.
Alors dans la démarche qualité, ça fait plus d'une dizaine d'années que l'anesthésie-réanimation s'est intéressée au problème, en particulier à cause de la gestion des risques et au départ des problèmes assurantiels que cela induisait sur notre activité. Depuis une dizaine d'années, les anesthésistes réanimateurs participent à l'accréditation des médecins plateau-techniques lourds. Et cette accréditation, c'est une démarche continue d'assurance qualité, efficace, qui va montrer son efficacité d'ailleurs, en diminuant considérablement la sinistralité en anesthésie-réanimation. Alors les anesthésistes sont prêts pour la recertification. On a même un pied dedans dans la mesure où on peut considérer que notre accréditation, pour nous, est déjà une recertification. Cette accréditation, qui d'ailleurs est publiée sur le site de l'HAS, est une démarche de formation continue, de maintenance des compétences, d'amélioration de la gestion du risque. Donc on a tous les critères de la recertification qui sont déjà présents dans notre démarche. Chaque année, plus de 5000 médecins généralistes et spécialistes suivent les formations proposées par la CSMF. Alors, on vient de voir différents outils à cette formation et de façon plus globale, sur quels outils pensez-vous vous baser pour obtenir cette recertification? Les outils, pour nous, très clairement, ils sont multiples. Il y en a déjà qu'on utilise tous les jours. La formation médicale continue, tout le monde en fait. Les déplacements dans les congrès, les groupes de pairs, ce qu'on appelle les RMM, qui sont les revues de morbimortalité au sein des établissements. Donc c'est une multiplicité d'outils qui seront utilisés par les professionnels. Et il a été très bien dit que c'est individuel, mais ça peut être collectif. Et surtout, en coordination avec les CNP. Chaque spécialité devra définir ses objectifs. Ce qui veut dire, excusez-moi Sophie, ce qui veut dire que dans chaque spécialité, les CNEP seront chargés d'élaborer une espèce de grille avec les différentes possibilités, les exemples que vous donniez. Il y aura une pondération. Comment vous pensez que ça va se passer? Et puis à un moment donné, il faudra bien que l'ensemble du dispositif est un minimum d'homogénéité. Est-ce qu'il faudra faire une espèce de catalogue? On va faire ça tous les combien? Parce que franchement, on est tous le nez dans le guidon, Patrick Gasser. Comment vous voyez ça dans votre pratique quotidienne? Moi, ce que nous avons proposé, c'est d'essayer de se caler sur des modèles, notamment pour les spécialistes dans les établissements de soins, sur l'accréditation et l'évaluation des établissements de soins, et d'essayer d'interconnecter ces deux dispositifs. Donc 3-5 ans. Et puis, pourquoi 3-5 ans? C'est parce qu'on sait que aussi les connaissances médicales évoluent dans un cycle qui est de l'ordre de 4 ans, 5 ans. Donc je crois qu'il faut se caler sur ces éléments. Ce qui veut dire qu'on serait certifié ou recertifié en gros tous les 4-5 ans. 4-5 ans. Jean-François Thébault. Oui, alors, pour répondre à cette question, on est plutôt actuellement sur 6 ans pour que ça corresponde à 2 cycles d'obligation DPC qui est triennal. Mais c'est une proposition tout à fait sur la table. Alors, ce que vous disiez à propos des outils, et ce que disait le président Ortiz, chaque spécialité, chaque CNP va définir un cahier des charges pour sa spécialité. Mais ce cahier des charges ne sera pas le même pour tous les modes d'exercice. Il n'est pas question de faire repasser un examen correspondant au référentiel métier de la fin d'études. Si je prends un exemple concret, un gynécologue obstétricien qui ne ferait plus que de l'échographie, il va se faire recertifier sur sa capacité d'échographie, sur ses résultats d'échographie. On ne va pas lui redemander de faire des accouchements s'il n'en fait plus. Et donc cette recertification, elle sera, comme je disais tout à l'heure, en corrélation avec l'exercice. Et c'est pour ça qu'il faut que ce soit fait par les CNP, qui sont les seuls en mesure de définir quelles sont les différentes typologies d'exercice et quelles sont les différentes typologies d'outils à mettre à disposition en fonction de ces types d'exercices. Ok, Jean-François Thébault, j'ai compris, vous avez beaucoup insisté
l'un et l'autre sur la place des CNP, des conseils nationaux professionnels. Mais à un moment donné, il faudra bien que quelqu'un pilote ce dispositif. La fac, l'ordre, tout le monde veut en faire. Comment vous voyez les choses, Patrick Gasser? Quel sera le rôle de chacun des acteurs qui aujourd'hui veulent intervenir sur la recertification dans un dispositif pour que ça reste aux mains de la profession et que ça ne nous soit pas imposé, soit par l'organisme payeur, la CNAM, comme Gilles Joannet voulait le faire dans les années 95, soit par un dispositif étatique ou bureaucratique. Comment éviter cette dérive? Chaque acteur, aujourd'hui, a sa place dans le dispositif. Alors, on va les prendre au fur et à mesure très rapidement. L'université, elle a un rôle majeur de formation. Et on va repasser les examens, alors. On ne va pas du tout repasser des examens, mais elle va nous accompagner dans le processus de recertification, par la connaissance, l'apport de la connaissance. Le deuxième acteur, c'est le CNOM, le Conseil national de l'Ordre des médecins. Son rôle est défini, c'est les insuffisances professionnelles. Troisième acteur, c'est aujourd'hui celui que l'on a autour du DPC, ce qu'on appelle l'ANDPC. Elle a des listings de tous les médecins. Eh bien, on va les utiliser pour on va l'utiliser comme coffre-fort, comme tiers de confiance, pour garder ce portfolio qui est le document de traçabilité qui va vous suivre dans votre parcours professionnel. Ça veut dire, Patrick Gasser, que nous mettrions dans le coffre-fort que détiendrait la NDPC tout ce que nous aurons fait pendant les 3, 4, 5, 6 années, puisqu'on ne sait pas trop à quel rythme ça se ferait, tout ce que nous avons fait et qui pourrait permettre d'incrémenter notre recertification, c'est ça l'idée? C'est ça l'idée. Un autre intervenant, je termine, Jean-François Thébault, nous avons la FSM et les CNP, dont le rôle, là aussi, est de définir quel sera le cahier des charges. Et puis, pour nous, il va falloir un pilote dans l'avion. Un pilote indépendant. Et donc, c'est créer une commission, un collège, je ne sais pas comment on peut l'appeler, qui va représenter les professionnels, avec l'ensemble des intervenants de ce système. Alors, où peut-il siéger? Moi, je vois une maison, parce qu'on ne va pas créer de multiples maisons, hein. On en a déjà assez d'agences. Il y a la Haute Autorité de Santé, qui, pour nous, était la maison des professionnels de santé. Il n'y a pas de médecins libéraux à la Haute Autorité de Santé, en tout cas dans les collégiens. Il y en a bien sûr dans les commissions et les groupes de travail. C'est une commission, Jean-Paul Ortiz, c'est une commission qui est indépendante et qu'il va falloir structurer avec l'ensemble des acteurs. Et clairement, il sera nécessaire qu'il y ait des libéraux, des salariés, des médecins et des non-médecins. Alors, quelle est la place d'une confédération comme la CSMF? Là, je vous renvoie la balle. Mais je pense que les syndicats ont toute leur place dans ce processus. Pourquoi? Parce que les syndicats ont un rôle important dans la réflexion du métier de demain. Jean-François Thébault. Oui, alors je ne voudrais pas outrepasser ma mission et donner des informations que je n'ai pas et qui ne sont pas encore décidées par la commission de pilotage et le président Uzan qui va rendre ses conclusions au ministre. Les 6 interlocuteurs auxquels a fait allusion Patrick Gasser, en y rajoutant les patients dans leur représentation, feront partie d'une gouvernance qui est à établir. Quels seront le principe de cette gouvernance? Nous ferons des propositions. Quel sera le site de cette gouvernance? Est-ce qu'elle sera indépendante? Est-ce qu'elle sera hébergée? Ce sera faire des propositions et c'est Madame la Ministre qui décidera, in fine. Ce qui est sûr, c'est que c'est cette gouvernance qui doit avoir la maîtrise du système d'information, quelle que soit la structure, ANDPC, HAS ou autre, qui héberge le système d'information, il ne pourra être que serveur, tiers de confiance. Mais ce n'est pas lui qui le gérera. Chaque médecin
devra lui-même mettre dans cet entrepôt les éléments du cahier des charges et c'est lui-même qui décidera du moment où il envoie ces informations à l'organisme de contrôle qui est le Conseil de l'ordre qui donnera son tampon oui ou non. Et le rôle de la gouvernance à mettre en place sera d'arbitrer les cas litigieux avec chacun des CNP, de chacun de la spécialité des médecins concernés. Une question très concrète au point où nous en sommes de l'émission. Imaginons que la recertification se mette en place. Je suis médecin en exercice et je ne suis pas du tout volontaire pour faire ce processus de recertification. Qu'est-ce qui se passe? Alors aujourd'hui, le texte prévoit, enfin la ministre l'a annoncé, que ce dispositif ne sera obligatoire que pour les jeunes qui vont débuter leur exercice à partir de 2020 ou 2021. Donc nous, les plus anciens, on n'aura pas à le faire. Nous, pour les plus anciens, ce sera sur un principe de volontariat. Mais on peut imaginer qu'il y aura un entraînement collectif à l'être. Et comme on le disait, la transparence aidant, on imagine tous les arguments qui ont été donnés entre les usagers, les patients, les assureurs, etc., qu'il y aura quand même une grosse incitation à faire et une appétence certaine de la part d'un certain nombre de professionnels à rentrer quand même dans le dispositif. Alors imaginons qu'on va cultiver la vertu. Patrick Gasser, on ne pourrait pas aider les médecins à s'y engager, y compris sur la base du volontariat? Ils ne pourraient pas y trouver un quelconque intérêt? Je pense qu'on peut y trouver un intérêt. Au-delà de l'intérêt intellectuel, bien sûr. Je serai le premier à m'y engager. Alors, ce que nous avons fait comme proposition, effectivement, c'est, premièrement, il peut y avoir un avantage conventionnel. Oui. En disant, vous entrez dans ce processus, eh bien, vous avez accès à un secteur ou un contrat particulier. Aujourd'hui, celui qui existe, ce contrat, c'est l'Optam, par exemple, donc, avec un droit à dépassement dans certains cas. Dans la proposition que vous faites très clairement, c'est qu'un médecin qui serait recertifié aurait accès à l'Optam, bien sûr lorsqu'il exerce en secteur 1, puisque l'Optam est aujourd'hui réservé à ceux qui exercent en secteur 2. Tout à fait. Alors, je tiens à préciser que ça ne fait pas du tout partie de la mission, du comité de pilotage sur ce sujet. On a bien compris votre prudence. Et que nous n'aborderons pas. Pour le moment, nous y voyons une valorisation intellectuelle. Autre question que je voulais vous poser, qui quand même intéresse les médecins, tout ça, ça va se financer comment ? Alors, il y a bien sûr la petite partie de la NDPC qui finance le DPC, mais est-ce qu'il ne faut pas imaginer quelque chose, parce qu'un certain nombre de choses vont coûter de l'argent, il faut être un peu trivial, mais aborder ces questions-là aussi. Alors, ça fait partie des réflexions qu'on a menées au sein du comité de pilotage, et on fait le constat qu'aujourd'hui, grosso modo, le dispositif tel qu'il est financé permet de financer entre 7 et 10 heures de formation pour chaque médecin libéral par an. C'est insuffisant, c'est clair. Les normes européennes ou internationales sont entre 20, 30 ou 40 heures par an. Mais le DPC n'est qu'une partie de la certification. Donc, indubitablement, il faudrait augmenter cette enveloppe pour permettre à chacun de faire sa partie DPC. Mais il y a les autres parties. Les autres parties ne sont pas des parties à financer. C'est des parties qui font partie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de l'exercice quotidien. La valorisation d'un certain nombre de choses et la déclaration ne sont pas des choses qui nécessitent d'être financées au sens propre du terme. Ce sont des composantes de l'exercice quotidien. Voilà, messieurs, on arrive au terme de cette émission, ça va très vite. Est-ce que vous avez une conclusion quand même? Alors, par exemple, la commission Uzan, à quel moment va-t-elle rendre son rapport?
Oui, pardon, c'est plutôt Jean-François Thébault qui peut nous répondre. Le point d'étape prévu était un pré-rapport pour le mois de juin et un rapport final pour le mois de septembre. Comme je vous l'ai dit, les travaux avancent très vite parce que sur beaucoup de sujets, il y a des consensus. Et en termes de conclusion, je voudrais dire que ce qui m'a frappé, c'est l'évolution des pensées et des mentalités sur ce sujet. C'est un sujet qui est devenu mûr dans la mentalité au moins de toutes les représentations professionnelles. Il faudra le faire passer après dans les pratiques, mais c'est un sujet qui n'aurait pas pu être mis sur la table de cette manière il y a ne serait-ce que 5 ans. Donc vous pensez que les conclusions seront rendues quand? Les pré-conclusions fin juin. Patrick Gasser, un mot de conclusion? Oui, je pense que c'est un très très beau sujet pour l'ensemble de la profession et de l'évolution de notre métier. Et montrer ce que l'on fait, montrer la